jour où il y a la nuit, nous apportons le sourire où il y a le chagrin. Lorsque que vous soyez heureux ou que vous soyez mécontent, vous acceptez votre défaite ou vous acceptez votre victoire, c'est que tout le peuple est en paix. Tout le monde est en sécurité. Mais c'est ça ce que M. Patrice Talon est en train de remettre en cause. Il est en train de remettre en cause les fondations de notre vivre ensemble. Et ça, je vais l'expliquer un peu. Lorsque, point oui, point non, on exclut. Lorsque, point oui, et non, on empêche de parler, on empêche de se réunir. Lorsque, point oui ou un non, on trompe les lois. On fait les lois comme de la manière on coud une chemise chez un couturier. Du prêt-à-porter pour un groupe bien aimé. Et pas du prêt-à-porter pour un groupe qu'on a peut-être jugé réfractaire. C'est ça ce qui est remis en cause. Et donc c'est pour cela, moi je pense qu'il peut transformer, s'il le veut, Bénin en Dubaï, mais il faut que ces questions soient réglées. De telle sorte que ce qui sera construit puisse durer dans le temps. Parce que lorsque notre vivre ensemble est remis en cause, tout ce que vous construisez, c'est éphémère. Parce que, je ne le souhaite pas, lorsque cela arrivera un jour, tout sera remis en cause. Lorsque Saddam Hussein est tombé, j'ai vu des Irakiens s'en prendre aux réalisations de Saddam Hussein. C'est-à-dire que quand un dictateur tombe, le peuple s'en prend à ses réalisations. Comme pour dire, on n'était pas sur la même planète. On n'était pas sur les mêmes longueurs d'onde. On n'avait pas la même compréhension des choses. Parce que peut-être, comme les chiffres l'indiquent, de 2016 à 2022, le taux d'insécurité alimentaire est passé de 9,6% à 26%. Le taux d'insécurité alimentaire passe de 9,6% en 2016 et en 2022 est à 26%. C'est-à-dire qu'il y a 26 ménages. Si on prend 100 ménages dans notre pays, il y a 26 ménages qui sont en insécurité alimentaire. Et comme insécurité alimentaire sévère, c'est-à-dire ceux qui sont proches de la famine, c'est 1,9% aujourd'hui en République du Bénin. Et donc, on se rend compte que le gouvernement qui est là aujourd'hui, c'est un gouvernement de deux Bénins. Il y a un Bénin qui est propre à M. Patrice Talon, qui est le Bénin des bling-bling, le Bénin des riches et du clan des riches. Et il y a le vrai Bénin, qui est le Bénin le plus majoritaire, qui est le Bénin où les gens souffrent, qui est le Bénin où les gens n'ont pas de quoi manger 3 fois par jour, qui est le Bénin où les gens se souviennent que la bouteille de gaz, la petite bouteille de gaz de 6 kilos coûtait 2800 en 2016 et qu'aujourd'hui c'est à 4800 ou 5000 francs. La grande bouteille qui était à 5000 francs, aujourd'hui à 11 000 francs. Ça c'est le Bénin populaire. Mais ce Bénin, ce n'est pas ce Bénin forcément que dirige M. Patrice Talon. Parce que les problèmes de ce Bénin ne l'inquiètent pas. Parce que ce qui l'inquiète, c'est qu'on invite des artistes étrangers qu'on paye à coups de millions. Et c'est localisé dans une partie de Cotonou. Ça, c'est le Bénin qui les intéresse. Mais le Bénin où le coût de l'électricité est exorbitant, ce n'est pas leur problème. Le Bénin où la denrée alimentaire la plus prisée de notre pays, c'est-à-dire le bol de gari, où le prix passe du simple au double, ça, ils ne savent pas. Et donc, c'est pour cela, chers enseignants, nous pensons qu'en s'adressant à vous, en parlant avec vous, nous saurons que nous sommes en train de parler avec des intellectuels. Et donc, moi je pense qu'on est plus à l'aise quand on parle avec vous. Parce que quand on parle avec vous, on ne peut pas... Si nous parlons avec vous parce que nous sommes contre un individu, vous le savez. Et si nous parlons avec vous parce que nous sommes contre un système aussi, vous le savez. Et c'est la deuxième option. Nous parlons avec vous parce que nous sommes contre un système. Une fois de plus, je vais faire parler les chiffres. Parce que le taux de scolarisation, les chiffres existent. Et lorsqu'ils passent devant les médias qu'ils mentent,
Je les regarde, je touche mon adjoint et je dis Clément, non, le jeu sera intéressant. La campagne sera intéressante. Qu'ils ouvrent le jeu, que le jeu soit transparent. Et ils comprendront que nous sommes du côté de la vérité. Les chiffres ne mentent pas. Le taux de scolarisation, à 2016, on était à 96%. À 2022, on était à 94%. Ça a augmenté ou ça a diminué? Ça a diminué. Mais si ça diminue, c'est que à quel moment atteindrons-nous la Corée du Sud, qui avait les mêmes conditions que nous dans les années 1960? À quel moment rêverons-nous comme les Botswanais, qui aujourd'hui ont les meilleurs chiffres sur le continent? Le taux d'achèvement à l'école scolaire primaire à 2016, non 2016 effectivement, était à 81%. En 2022, à 114%. Vous pouvez vérifier les chiffres du rapport des Nations Unies. Le taux d'achèvement au secondaire, en 2016, on était à 45%. Et en 2022, on est à 36%. Comme je l'ai dit la dernière fois dans une petite vidéo, la différence entre ces pourcentages, c'est des milliers de compatriotes qui délaissent les cours. Parce qu'un régime est venu et est devenu le régime des riches. Parce qu'un régime est venu et ce régime ne sait pas que dans nos rues, dans nos foyers, dans nos villages, dans nos campagnes, ça ne va pas. Les Béninois souffrent. Quand vous le dites qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, soit on vous enferme, soit on vous pousse à l'exil. Et c'est pour cela que je dis, ce qui nous attend dans quelques mois, c'est que chacun de vous doit retrousser ses manches. Ce n'est pas une simple campagne électorale. Le docteur Atiou, pour qui j'ai beaucoup de respect, l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que ce n'est pas à mon honneur. C'est un concept qui est sorti au niveau de la cellule de communication que nous avons appelé la révolution électorale. Parce que nous avons calqué un peu sur un pays voisin, le Sénégal. Le Sénégal, le régime qui était là avant le régime actuel, a fait des centaines de morts. Mais ces centaines de morts n'ont pas pu déboulonner le pouvoir de Dakar. Ce qui a déboulonné le pouvoir de Dakar, c'était dans les urnes. Et si ça a été dans les urnes, c'est que la ardeur, la haine qu'il devait, le courage qu'il devait exprimer dans les rues, en brûlant les piliers, en brûlant les édifices, ils l'ont exprimé dans les urnes. Et je le dis, pour les élections générales, si jamais nous faisons des élections classiques, nous perdrons. Parce que les élections classiques symbolisent quoi? 12% de taux de participation, 20% de taux de participation, 15%. Et pendant ce temps, eux, ils auront le temps de faire du remplissage. Mais si tout le monde sort et qu'à pareille heure, les services de renseignement appellent le président de la République pour lui dire « Mais écoutez, monsieur le président, il est 16 heures, mais les rangs sont longs juste sur le trottoir. » Il va dire « Mais écoutez, cherchez-moi le numéro du président, il faut qu'on négocie. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. » Parce qu'il comprendra que si à 16 heures, c'est-à-dire à quelques minutes de la fermeture des bureaux de vote, le rein est encore long, c'est que les gens veulent lui régler son compte. Mais nous pouvons lui régler son compte, mais dans les urnes. Et cette fois-ci, nous allons rester derrière les urnes. Et ce que je dis, ça n'a pas besoin de verser le sang. Non. Nous allons seulement dire à nos parents, mais écoutez, nous irons à ces élections. Et nous les gagnerons. Nous les gagnerons. C'est ça le message qu'ils ne veulent pas entendre. Parce qu'ils savent que le premier adversaire auquel nous faisons face, ce n'est pas eux. Le premier adversaire auquel nous faisons face, c'est l'abstention. Le fait de ne pas sortir. C'est ça qui joue contre nous. On a vu dans une localité, je vais la citer, à Materi, qui est celle de l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale, on a vu des compatriotes béninois d'un parti que je vais aussi citer, UP Le Renouveau, faire du remplissage. Mais lorsque nous prendrons le pouvoir, tous ces crimes seront revus. Tous les crimes électoraux ne seront pas imprescriptibles. Nous allons revenir sur les crimes électoraux pour que plus jamais cela ne se répète dans notre pays. Plus jamais. Si quelqu'un paye une élection, il faut lui reconnaître sa défaite. Et si quelqu'un gagne une élection, même quand on a mal, il faut lui reconnaître sa victoire. C'est ça qui fait de nous un grand peuple. Et c'est ça, la pérennisation de nos acquis. Et c'est ça qui fait que, même en quittant ce monde, on sait qu'on n'a pas laissé un pays dans l'injustice. Et donc, pour finir, comme je l'avais dit tout à l'heure, parce que le SA va venir, vous allez permettre que je puisse vous parler du code électoral.
Et donc le code électoral, je vais revenir sur un seul aspect, l'article 146 nouveau. J'ai entendu les meilleurs attaquants de leur côté dire que ce code est un code fédérateur et que c'est l'un des meilleurs codes sur la planète Terre. Mais nous leur disons que les éléments, les prémices qui nous permettent de dire que ce code est un code exclusif, est un code dangereux, c'est que c'est eux-mêmes qui l'ont mis en exergue. Lorsque le député Augustin Envoyé-Blas, avant de passer au vote du code, a dit à ses collègues, je vous le dis et je vous encourage à aller vers la relecture de la Constitution. Un vote favorable pour la modification constitutionnelle. Mais si vous ne le faites pas, moi et mon camp, nous nous arrangerons de telle sorte que 80% des députés et des maires soient de notre parti. Mais c'est que on lui a transmis un message qu'il a dit à la face du monde, qu'il n'a pas pu garder. Parce que, effectivement, l'article 146 nouveau parle du taux d'éligibilité le plus élevé au monde, parce qu'on l'a démontré la dernière fois, lorsqu'on avait rencontré la presse. Le pays qui nous suit directement en termes de parrainage et de taux le plus élevé, je crois que c'est la Turquie, si je ne me trompe pas, qui a 7%. Et nous sommes à 20% de taux d'éligibilité. Mais ce n'est même pas encore ça le drame. Le drame, c'est qu'on impose les 20% aux principales partis d'opposition. Et qu'on demande aux partis siamois qui ont fait déjà le salam alek d'aller rechercher que 10%. Afin de nous plomber, afin de nous noyer. Mais je l'ai dit, ce qu'ils refusent de faire par le biais du dialogue, vous pouvez le régler dans les urnes. Parce que cette injustice, vous devez sortir, nous devons sortir pour aller régler cette injustice dans les urnes. Et là, comme je l'ai dit, beaucoup, j'ai vu mon bien-aimé Oden Aladatine, qui est le président de la commission des lois, avec qui j'ai fait la 7e législature, je l'ai vu dire au cours d'une émission que, non mais écoutez, c'est 20% réclamé à tout le monde. J'ai dit, non mais écoutez, dites la vérité au peuple. Parce que la loi, par nature, je suis sûr qu'il y a des juristes ici, est impersonnelle et impartiale. L'essence de la loi est impartiale. Mais vous faites une loi dans laquelle vous faites des discriminations. Vous dites que tous les partis qui peuvent avoir 10% sur le pays, au niveau d'une élection organisée dans le pays, tous les partis qui ont la possibilité d'avoir 10% ont la possibilité de se mettre ensemble. Mais, sur la base des dernières élections, combien de partis ont pu avoir au moins 10%? Sur la base des dernières élections, il n'y a que 3 partis dans notre pays qui ont pu avoir 10% au moins, puisque nous, on était au-delà des 20%. Et donc, il y a le parti Les Démocrates, il y a le parti Bloc Républicain et il y a le parti Le Renouveau. Et donc, vous dites que ces partis qui ont la possibilité de pouvoir avoir 10%, si deux se mettent ensemble, ils ne sont plus dans l'obligation de chercher 20% dans les circonscriptions, mais que 10%. Mais est-ce que vous voyez le BR lâcher l'UP Le Renouveau et venir faire un accord de coalition avec nous? Mais Abdoulaye Diattane va chercher la voie d'une des frontières le même jour, parce qu'il sait que s'il fait ça, qu'il reste au pays, il ira à Misrété. Si c'est UP Le Renouveau qui laisse le BR et qui décide de faire une coalition avec le parti Les Démocrates, alors là, Djokbenou sait que là où il a facilité la descente des autres à Misrété et ailleurs, lui-même ira là-bas. Donc, les carottes sont cuites. Ni Djokbenou, ni Abete n'ont le courage nécessaire de dire, M. Patrice Talon, nous n'irons pas dans le sens de ce que vous avez préconisé, nous ferons avec le parti de Yahi parce que c'est le parti du peuple. Ils n'ont pas ce courage. Et donc c'est pour cela que nous vous disons que cette injustice pour laquelle le clergé catholique est sorti, cette injustice pour laquelle les associations, la société civile, les organisations internationales, cette injustice pour laquelle même les corps constitués, les corps diplomatiques nous disent en apartheid lorsqu'ils nous reçoivent qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça quelque part dans le monde. Mais pendant ce temps, le président de la République, M. Patrice Talon, à la tribune de l'Assemblée nationale a dit, il a qualifié notre démarche de ralliement et de supplication. Mais nous ne reviendrons pas, nous ne tarderons pas davantage sur son comportement et sur ses expressions.
Pourquoi? Parce que le pouvoir est chez vous. Le pouvoir est dans nos mains. Nous dirons à tous nos compatriotes de sortir. Ceux qui n'ont plus jamais voté, expliquez-leur que c'est plus facile d'aller voter que de mettre son matelas sur la tête pour aller vers Lomé. Expliquez-leur que c'est plus facile d'aller voter que de mettre son matelas sous la main avec les casseroles pour chercher à aller à Semewo au Nigeria. Parce qu'en sortant pour aller voter, nous allons nous simplifier la vie et nous allons les amener à se rendre compte que le peuple n'a pas épousé leur politique pendant 10 ans. Il y a encore beaucoup de choses que nous allons nous dire. Certainement, nous nous reverrons, mais gardez à l'esprit que le vent est en notre faveur. Et gardez à l'esprit que le combat que nous menons est un combat noble. Ce n'est pas un combat contre un individu comme vous et moi, nous l'avons reconnu. C'est un combat contre un système qui veut mettre en mal notre vivre ensemble. Dieu vous garde, je vous remercie.